Salut et bienvenue pour le film au pif. Si tu aimes le cinéma et que tu cherches un film qui t'éblouira, alors le film au pif, c'est fait pour toi. Ouais, non, pas mon style. Tant pis, j'aurais essayé. Bienvenue pour ce nouveau numéro du film au pif, et vous voyez qu'en le présentant comme ça va tout de suite mieux. J'ai voulu essayer autre chose, mais bon, manifestement, c'est pas pour moi. Alors, le film au pif, qu'est-ce que c'est quoi donc, et en quoi donc ça consiste-t-il? Je suis pas sûr de ma phrase. Alors, il n'y a rien de compliqué, hein. Comme vous pouvez le voir, il y a des films sur les étagères des deux côtés. Moi, je dois piocher un film au hasard d'un côté ou de l'autre, et puis je dois essayer de vous en parler comme ça, de mémoire, de vous le pitcher rapidement, et de vous glisser quelques petites anecdotes sur les coulisses du tournage, histoire de vous donner envie de voir le film, tout simplement. Donc, vous voyez, rien de bien révolutionnaire, sinon que je ne connais pas à l'avance le film dont je vais vous parler, donc c'est ce qui fait un petit peu l'originalité de ce format. Et comme à chaque fois, avant de commencer, je dois faire un petit pari sur le film que je vais piocher. Et là, la dernière fois, j'ai misé sur un acteur, j'ai misé sur Will Smith. Cette fois-ci, je vais encore miser sur un acteur, mais je vais miser sur, allez, Bruce Willis. Alors, voyons voir si Bruce Willis va me porter un petit peu chance. Donc ce soir, je vais aller piocher par là. Qu'est-ce que... Oui, tiens, toi, voilà, c'est quoi? Incassable. Oh la vache, c'est un Bruce Willis, les gars. Bon, alors, si mes calculs sont exacts, j'en suis à l'épisode 21, ce qui fait que j'ai trouvé la bonne réponse sur cet épisode et sur l'épisode 11, donc ça fait un ratio de 1 trouvé pour 10 pas trouvés. Voilà, logiquement. Alors, Incassable. Film américain sorti en 2002, d'une durée de 1h42, écrit et réalisé par M. Night Shyamalan, qui marque ici sa deuxième collaboration en simplement 2 films avec Bruce Willis, puisque Incassable, c'est son deuxième film en tant que réalisateur. Après l'énorme succès qu'avait été Le Sixième Sens, qui avait laissé, on va dire, tout le monde sur le cul, parce que d'une part, par la qualité du film pour un premier film, et d'autre part, par la surprise de voir Bruce Willis dans un tel registre, parce que clairement, il prenait un petit peu tout le monde de court, on s'y attendait pas. Donc là, c'était une très belle surprise. Autrement dit, les deux là, ils sont un petit peu attendus au tournant, parce que tout le monde aimerait savoir s'ils sont capables de refaire aussi bien que Sixième Sens. Alors, M. Night Shyamalan, il faut savoir que c'est un réalisateur qui a pour habitude de faire des twists finaux dans ses films. C'est-à-dire qu'à la fin du film, il nous fait un twist qui va laisser tout le monde sur le derche et retourner le cerveau de tout le monde. Donc ça, il a pu le faire sur la plupart de ses premiers films, que ce soit Sixième Sens, que ce soit Incassable, que ce soit Signe, que ce soit Le Village, et je crois même jusqu'à La Jeune Fille de l'eau. Voilà. Je ne me souviens plus trop de La Jeune Fille de l'eau. J'avoue, celui-là, il est un peu passé au-dessus, ou en dessous, enfin, ou à côté. Bref, quoi qu'il en soit, M. Night Shyamalan, sur la plupart de ses premiers films, c'était un petit peu sa marque de fabrique. Et il se trouve qu'à un moment donné, il a dû se dire, ce qui se passe, c'est qu'à force de vouloir surprendre les gens, bah, je vais plus du tout les surprendre, parce qu'ils vont directement s'imaginer toutes les fins possibles à mes films, et puis à un moment donné, ils vont finir par tomber juste, parce que bah, à force de chercher, on finit par trouver. Donc il a quand même essayé de faire des films dans une autre veine, on va dire, notamment avec Le Dernier Maître de l'eau, enfin des choses comme ça. Non, Le Dernier Maître de l'air, pardon. Jeune Fille de l'eau, Le Dernier Maître de l'air. Bon, bref. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça lui a pas trop réussi. Je crois même que After Earth, avec Will Smith et son fils, c'est de lui. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas une réussite formidable et que très vite, il est revenu, enfin très vite, pas si vite que ça d'ailleurs, mais enfin il a quand même fini à revenir à ses premières amours en nous refaisant des films un petit peu comme ça, dans la veine des premiers qu'il faisait, c'est-à-dire des films qui sont pas bourrés d'effets spéciaux, qui sont des petits films, on va dire intimistes presque des huis clos parfois, mais qui nous réservent plein de surprises, toujours très inattendues. Voilà. Donc quelque part, il s'est un petit peu coincé tout seul avec ce truc-là, puisque maintenant, à chaque fois qu'il va faire un film qui sort de ce calibre-là, tout le monde va dire « Ah ouais, mais non, si c'est pour faire des films que tout le monde peut faire, ça sert à rien, nous c'est pas ça qu'on aime chez Night Shyamalan. » Et en même temps, s'il continue à faire des films dans cette voie-là, tout le monde continue à dire « Ouais, mais Night Shyamalan, il n'y a plus de surprise, puisqu'on sait qu'à chaque fois, il va chercher à nous prendre de court, donc on s'y attend. » Donc il est un petit peu coincé quand même. Voilà, donc il y a les fans, et puis il y a ceux qui s'en sont lassés, quoi. Quoi qu'il en soit, retour en 2002, et à cette époque-là, Night Shyamalan bénéficie encore de l'effet de surprise pour nous faire Incassable, qui est, il faut le savoir, la première partie d'une trilogie qu'il a continué bien plus tard avec Split, et puis pour finir, Glass. Voilà, ça c'est un truc à savoir, mais Incassable peut quand même se regarder indépendamment, puisque nous, on l'a découvert en 2002, et il a fallu attendre presque 20 ans pour avoir droit aux suites. Donc vous voyez, on les attendait même pas, ces suites-là, quelque part. Ça n'a pas empêché le film de cartonner, et de devenir culte même. Alors,
Il y a aussi un truc que je vous ai pas notifié au début de la présentation, c'est le genre dans lequel on peut classer ce film. Et là, encore une fois, on a affaire à un film c'est pas très précis son classement. C'est-à-dire qu'il est un petit peu à mi-chemin entre le fantastique science-fiction et le genre super-héros. Même si, quelque part, le genre super-héros fait partie de la science-fiction. En gros. Parlons casting maintenant, puisque vous l'avez compris, en tête de liste, on va avoir Bruce Willis, qui signait là sa deuxième collaboration avec M. Night Shyamalan, pour un film qu'on espérait à ce moment-là avec autant de succès que Sixième Sens, et je pense que ça a été le cas, assez massivement. Incassable, c'était un beau succès. Donc Bruce Willis, M. Night Shyamalan, c'est une collaboration qui, a priori, fonctionne. Du moins, ça fonctionnait à ce moment-là. Après, faut voir, parce que je crois qu'ils en ont pas tellement refait ensemble non plus, après. À part, bien sûr, Glass. Après, connaissant la réputation de Bruce Willis sur les plateaux de tournage à cette époque-là, on peut facilement imaginer que M. Night Shyamalan n'a pas tellement voulu insister dans leur collaboration pour pas se laisser déborder par le personnage. Puisque, en plus, Bruce Willis était assez souvent producteur de ses projets, ce qui fait qu'il avait son mot à dire, et que peut-être que M. Shyamalan s'est dit à un moment donné, il va vouloir me déborder et je vais plus rien pouvoir faire, quoi. Il va vouloir contrôler mes projets de A à Z, et ça, j'en veux pas. Donc, peut-être aussi qu'il avait envie d'aller tourner avec d'autres personnes, un peu plus calmes. D'où Mel Gibson d'en signer. Quoi qu'il en soit, on va aussi avoir droit à d'autres retrouvailles, puisqu'on va avoir la présence de Samuel L. Jackson au générique de ce film, ce qui fait qu'après Pulp Fiction et Une journée en enfer, c'est donc leur troisième collaboration dans un même film. Donc ça aussi, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, c'est une affaire qui marche. Et là, je vous annonce tout de suite que je ne vais pas m'amuser à faire la filmographie de Samuel Jackson, parce que sinon la vidéo, elle sera pas finie à Noël. Oula. Et puis, pour compléter le casting, on va avoir la présence féminine de l'actrice Robin Wright Penn, que tout le monde connaît, je pense, pour son rôle de Jenny dans Forrest Gump, et qui était une actrice qui avait débuté à la télé dans la série Santa Barbara, si je dis pas de bêtises, et qui après a quand même fait un petit peu son parcours au cinéma, même si je pense que son plus gros rôle, ça reste encore Forrest Gump, puisque ce rôle était vraiment très très marquant. Alors, je sais aussi qu'elle a cartonné il n'y a pas très longtemps dans une série télé, mais bon, vous commencez peut-être à savoir que les séries télé, c'est moyen mon truc, ou très très peu, donc je suis incapable de vous dire dans quelle série c'était. Un truc genre, je sais plus, House of Cards, peut-être, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Un petit mot sur la musique, qui est ici composée par l'excellent James Newton Howard. James Newton Howard, qui avait composé la musique de ce non moins excellent film, dont je n'ai pas parlé depuis plusieurs numéros, hein, c'est assez rare pour le noter, puisqu'il s'agit de King Kong, de 2005, de Peter Jackson. Et oui, encore lui, le revoilà. Donc, autant dire que côté musique, on est bien servi aussi. Le film commence donc par un flashback qui va nous présenter le personnage de Samuel Jackson quand il était gamin. Et on va découvrir que ce pauvre gamin avait une maladie assez rare et assez handicapante, puisque c'était la maladie des os de verre, autrement dit, le genre de personne que à chaque fois que tu la touches, ou que tu lui serres un peu trop la main, ou que tu lui tapes dans le dos, tu lui casses quelque chose, quoi. Malheureusement, ça existe, et ça doit être un calvaire absolu à vivre. Et donc là, le personnage de Samuel Jackson, c'est ce genre de personne-là, qui a donc passé sa jeunesse à rester enfermé chez lui pour ne pas prendre le risque de se casser quelque chose, de tomber ou quoi que ce soit. Et donc, il a développé une passion absolue pour les comic books, puisqu'il n'avait rien d'autre à faire que de rester chez lui à potasser des comic books dans tous les sens, en long, en large, en travers. Il s'en est fait une véritable passion, à tel point que c'est presque devenu une religion pour lui. Ce qui fait qu'en devenant adulte et à force de lire tout un tas d'histoires, de comic books sur les super-héros et tout ça, il s'est persuadé d'une chose, c'est que s'il existe des gens comme lui, c'est-à-dire qui ont une faculté d'être hyper fragiles et de ne résister à rien et de mettre leur vie en danger au moindre truc, il doit forcément exister l'inverse, c'est-à-dire des gens qui vont résister à tout et qui sont quasiment indestructibles, quoi. Et donc, il va se lancer pendant tout le film à la quête d'un de ces gars-là, espérant et étant pratiquement persuadé de trouver un type qui, un jour, quelque part, sera un super-héros, sans le savoir, quoi. Après, si on cherche bien, on doit tous avoir un don pour quelque chose, donc un petit côté super-héros. Moi, par exemple, je suis capable d'éteindre les robinets de mon bain avec les orteils. Ça, c'est un super pouvoir. Vous pouvez compter sur moi pour sauver le monde avec ça. Il va donc rapidement s'intéresser au cas de Bruce Willis, qui semble être le seul survivant d'un accident de train qui vient de se produire. Apparemment, tout le monde y est resté dans le train, sauf lui, qui n'a pas une seule égratignure. Enfin, non, il y a un deuxième survivant, mais qui est entre la vie et la mort. Et d'ailleurs, au moment où le docteur lui explique ça, le mec meurt. Donc, Bruce Willis est bien le seul survivant de cet accident ferroviaire. Samuel Jackson va donc chercher à le rencontrer à tout prix,
pour essayer de discuter avec lui et de confirmer sa théorie. C'est-à-dire que ce mec-là, sans le savoir, c'est un super-héros. Et pour ça, il va lui poser des questions sur sa vie, sur son passé. Est-ce qu'il se souvient avoir été malade? Est-ce qu'il se souvient s'être déjà cassé quelque chose? Est-ce qu'il se souvient avoir eu quelque chose de très très grave? Et effectivement, en y réfléchissant, Bruce Willis, il trouve rien comme ça. Donc, le soir venu, il rentre chez lui, il va voir sa femme et il commence à en parler avec elle, quoi. C'est-à-dire qu'il commence à lui dire, chérie, est-ce que tu te souviens que j'ai été malade à un moment donné ou quelque chose comme ça? Et pareil, sa femme, aucun souvenir d'une quelconque maladie à quelques moments que ce soit. Donc, ça va leur mettre la puce à l'oreille. Surtout lui, d'ailleurs, puisque elle, bon, on va dire, elle va pas trop se tracasser avec ça. Ce qui la tracasse plus, c'est que au sein de leur couple, il n'y a plus grand-chose qui se passe et ils sont plus ou moins en train de se séparer. Donc, elle préférerait qu'ils s'intéressent à ce côté-là de leur couple plutôt que de s'intéresser aux problèmes de santé qu'il a jamais eu. Sauf que Bruce Willis, lui, ça le travaille, cette histoire. Il commence à croire réellement ce que lui raconte le personnage de Samuel Jackson. Et parce que tout lui prouve. C'est-à-dire qu'à chaque fois maintenant il va faire attention un petit peu à tous ces trucs-là, et à chaque fois, il se rend compte que soit il devine des choses, soit il évite certains accidents, soit il se fait pas mal. Quand il essaye de faire de la muscu, a priori, il peut rajouter du poids autant qu'il veut, il le soulève quand même. Donc, il a pas de limite quelque part. Son corps n'a pas de limite, et ça, c'est un truc que lui-même, il savait pas. Et c'est Samuel Jackson qui lui fait découvrir ça. Donc, il explore un petit peu ça pendant un petit moment du film, parce qu'il commence à se dire que si c'est vraiment un super-héros, il a donc des responsabilités qu'il va falloir assumer. C'est-à-dire mettre ses services de super-héros au service du peuple, quoi. Comme tout super-héros qui se respecte. Le problème, c'est que là, on n'est pas chez Marvel, et devenir un super-héros dans la vraie réalité, ça implique quand même pas mal de changements dans une vie, et notamment dans une vie de famille, puisque là, ça veut dire que il va falloir soit cacher des choses à sa femme, soit lui expliquer, mais c'est pas sûr que ça arrange leur bidon au niveau de leur couple. Le fils, c'est pareil, est-ce qu'il faut lui cacher ou est-ce qu'il faut lui révéler? Parce que si on lui révèle, peut-être que ça va lui monter à la tête, qu'il va se dire mon père c'est un super-héros ci, c'est un super-héros ça. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe, puisque le fils, découvrant les pouvoirs de son père en même temps que lui, commence un petit peu à se la raconter, et en même temps, il est un petit peu jaloux parce qu'il se dit que lui, il n'a pas hérité de tout ça, puisqu'il a déjà été malade étant gamin, et plein de choses comme ça. Donc voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça engendre pas mal de bouleversements au sein de la famille, quoi. Et en plus, il a le personnage de Samuel Jackson à longueur de temps sur le dos, qui le lâche pas et qui veut absolument lui faire prendre conscience de son rôle dans la société, en tant que super-héros. Donc, sauf que Bruce Willis, lui, il en veut pas de ça. Il préfère garder son anonymat et puis sa vie de famille et sauver son couple et tout ça. Donc, il a beau le recaler à l'autre, il insiste, hein. Donc, on a affaire à une espèce de Nick Fury avant l'heure, mais très très insistant. Donc là, je pense que je vais m'arrêter parce qu'avec ce que je vous ai raconté, là, je vous ai amené à pas loin de la moitié du film, peut-être même un peu plus. Et comme il ne s'agirait pas de tout vous griller, puisque M. Night Shyamalan, ça marche aussi sur la surprise, je vais m'arrêter là pour vous laisser découvrir le film par vous-même, si c'est pas déjà fait. Et si c'est pas déjà fait, c'est une erreur, courez-y, parce que ce film est excellent. Alors, par contre, il faut que je vous prévienne sur le rythme du film, parce que si vous avez déjà vu Sixième Sens, vous ne serez pas surpris par le rythme de celui-ci, puisque c'est à peu près le même rythme, comme à peu près toujours chez Night Shyamalan, en tout cas à ses débuts. Ce sont des films assez lents dans le développement, pas des films longs, mais des films lents. Il laisse le temps aux choses de s'installer, à l'ambiance de s'installer, ce qui a une tendance à faire un peu plus flipper ou à créer plus de tension que quand on en voit tout d'un coup, très vite, et que les plans s'enchaînent. M. Night Shyamalan, c'est pas son registre, ça. Je crois qu'il a essayé un petit peu après, ça lui a pas réussi, on en a déjà parlé un petit peu plus tôt. Donc lui, son registre, c'est de faire du film qui part assez lentement, un peu à la manière d'un Shining, par exemple. Shining, ça va pas très très vite. Il n'y a pas énormément d'action, c'est surtout énormément de tension, obtenue notamment par des plans qui durent. C'est souvent le cas chez Stanley Kubrick, et c'est souvent le cas chez beaucoup d'autres cinéastes, pour faire monter la tension, tout simplement. Ma note pour ce film, du coup, elle sera assez élevée, puisque pour moi, c'est du cinéma qui fonctionne. Tout fonctionne dans ce film. Même le rythme, qui est assez lent, comme je viens de le dire, joue sur les nerfs et appuie et va dans le sens du film. Ça crée d'énormes moments de tension. Et pendant tout le film, on arrive quand même à être sous tension pour les protagonistes du film. Ce qui fait que tout ça, pour moi, ça marche. La musique fonctionne très bien. Les acteurs sont parfaits. Et l'histoire du film est bien trouvée, pour le coup, parce qu'il fallait y penser. Et jusqu'à la fin, dont je vais bien évidemment rien vous dire, puisque c'est le concept même des films de M. Shyamalan, donc je ne vous en parle pas. Mais par contre, vous n'hésitez pas à revenir dans les commentaires pour m'en parler, sans spoiler les autres bien sûr, mais pour me dire comment vous avez ressenti cette fin, voilà.
si vous la sentiez arriver ou pas, ou enfin voilà. Donc voilà, je vous laisse là dans les commentaires pour m'expliquer tout ça. Et puis moi, donc, je vais finir par donner ma note à ce film, et je vais lui mettre un bon 17, parce que même si c'est forcément moins surprenant que Sixième Sens, puisque Sixième Sens c'était le premier un peu dans le genre, et que là-bas on savait vraiment pas à quoi s'attendre, là quand même, il arrive à se renouveler quand même malgré les attentes que tout le monde avait autour de lui. Il a réussi à amener quelque chose d'autre tout en amenant la même chose. Je sais pas comment on peut expliquer ça, mais il a offert au public ce qu'il attendait un petit peu après Sixième Sens, tout en lui amenant quelque chose de complètement différent. Donc bravo monsieur. Et pour moi, il confirme clairement avec ce film qu'il est un très bon réalisateur et sur lequel il fallait compter après dans les années à venir. Et ça a été le cas. Peut-être qu'il a eu une ou deux périodes un peu creuses, mais M. Night Shyamalan, c'est quand même un très bon réalisateur. Il est toujours là et c'est tant mieux. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le film Incassable, deuxième film de M. Night Shyamalan avec Bruce Willis. Ce qui me vaut donc, excusez-moi de vous redire, mais c'est assez rare pour le noter, une petite victoire par rapport à mon pari du début. Merci Bruce Willis. Il m'a porté chance, parce qu'en plus, je crois que j'en ai pas énormément des Bruce Willis en DVD. Donc, voilà, il fallait quand même le piocher celui-là. Ce qui fait que, je vais pas sabrer le champagne non plus, mais je suis quand même un peu content d'avoir enfin trouvé une bonne réponse. Et bon, voilà, on se glorifie de rien, hein, vous noterez. Sur ce, je vais, comme d'habitude, remercier tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère encore une fois que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ils sont là pour ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner. N'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, histoire de faire grandir la chaîne. N'hésitez pas à liker non plus, ça aussi c'est important pour les algorithmes. Et puis sur ce, moi je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!